Bien, bonjour. Merci d'assister à notre atelier sur la Palestine. Donc, nous allons être tous les deux avec André pour intervenir, et bien sûr après le débat s'ouvrira avec vous. Hein. Donc on se présente rapidement. Pour ma part, je suis Patrick Serre, je suis le coprésident de Palestine 33. Palestine 33 qui est le groupe local de l'association France-Palestine en Gironde. L'association nationale FPS. France-Palestine Solidarité. France-Palestine Solidarité. La FPS. Oui, à l'FPS. Donc nous sommes le groupe local en Gironde de la FPS. Comme les 95 ou 98, je ne sais plus combien, groupes locaux. Voilà. Pour l'équivalent de ceux qui connaissent la FPS dans d'autres secteurs géographiques. Oui, voilà, on connaît bien. Voilà. Et André Rosweg, j'ai une double casquette au sens où d'une part je suis membre de Palestine 33 et de la FPS. Ouais. Au titre de la FPS, j'ai participé à la mise en place d'un groupe de travail sur les manuels scolaires. Un groupe de travail qui s'est traduit par un colloque qui a eu lieu il y a un peu plus d'1 an et dont les travaux maintenant ressortent grâce à un livre qui s'appelle Israël-Palestine, le conflit dans les manuels scolaires, que je pourrais vous proposer. Et par ailleurs, sans contradiction je crois, je suis membre du Bureau national de l'Union juive française pour la paix, JFP, qui est membre, comme la FPS, du collectif national pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens, qui, comme Palestine 33, mais pas tout à fait comme la FPS, est membre du réseau BDS France, boycott des investissements sanctions. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Voilà, donc comme on le disait, nous avons prévu chacun de faire une intervention de 15-20 minutes à peu près, c'est ça grosso modo, hein, de manière assez courte, de façon après à plus discuter, avoir un échange entre nous. Je crois que ça sera quand même beaucoup plus intéressant. André va certainement parler, pas de manière unique dans son intervention, mais il va en parler certainement du peuple juif, de ce qu'on définit entre guillemets le peuple juif. Donc à l'inverse, moi je vais commencer mon introduction sur le peuple palestinien. Aujourd'hui, le peuple palestinien a une particularité assez singulière, c'est qu'il est schématiquement composé de trois unités. Il y a trois composants. Il y a tout d'abord à peu près 4 millions de Palestiniens. Alors les chiffres, je les arrondis, parce qu'on n'est pas à quelques centaines près. 4 millions de Palestiniens qui vivent donc dans les territoires qu'on appelle Cisjordanie ou Gaza, et Jérusalem-Est. Donc ces gens-là vivent sur ces territoires depuis déjà un certain nombre de décennies, et pour schématiser, on va dire depuis donc 48, cette particularité de Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est, puisque de fait 80% à peu près de ce qu'on appelle la Palestine historique est aujourd'hui ou territoire israélien ou colonisation israélienne. Donc ces gens-là vivent quand même une situation spécifique, puisque depuis notamment la guerre de 67, ces Palestiniens voient leur situation se dégrader, je dirais, quotidiennement et de façon assez importante, du fait de la colonisation. Et malheureusement, les accords d'Oslo de 93, qui étaient supposés geler cette colonisation israélienne, n'ont fait que l'amplifier. C'est la contradiction de ces accords d'Oslo, hein. Puisque le nombre de colons a pratiquement quadruplé, voire quintuplé,
par rapport à cette période-là. Donc ça, c'est la première composante du peuple palestinien, qui est la plus importante, enfin pas la plus importante en nombre, mais physiquement la plus importante sur ce qui est aujourd'hui les territoires palestiniens. La deuxième composante, c'est les 1,2 million de Palestiniens d'Israël, qui sont souvent appelés les Arabes israéliens, mais que préfèrent le terme de Palestiniens d'Israël. Ou palestinien de 48. Ou palestinien de 48, c'est la troisième dénomination souvent qui peut être utilisée. Donc ils sont, pour beaucoup aujourd'hui, puisque le temps a passé, des descendants de ceux qui sont restés sur leur terre en 47-48, qui a basculé territoire israélien. Petite particularité, le texte qui fonde l'État d'Israël, et c'est important de le signaler, ne mentionne pas l'existence de cette population. C'est important de le signaler, parce qu'on reviendra tout à l'heure au sujet de ce qu'on appelle, nous, l'apartheid, parce qu'on considère qu'il y a véritablement apartheid, et donc ça commence par ça. Et cette communauté donc représente à peu près quand même 20% de la population israélienne aujourd'hui. Bon, c'est 20% pour faire simple, c'est peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, ça va être un peu plus. Bon, pour donner une idée. Et ces citoyens sont traités comme des citoyens de seconde zone. On aura l'occasion certainement d'en débattre tout à l'heure. Hormis le fait qu'ils aient le droit de vote, c'est un constat. Au-delà, pour bien des actes de leur vie quotidienne, ce sont des citoyens de seconde zone. On donnera quelques exemples concrets tout à l'heure. Et en particulier, au sud d'Israël, dans le Negev, beaucoup de ces gens-là sont des Bédouins, et ils sont particulièrement stigmatisés par Israël et les différents gouvernements successifs. Beaucoup de leurs villages ne sont pas reconnus officiellement par l'État israélien. De fait, ces villages sont fréquemment rasés. Et dans la mesure où ces villages ne sont pas reconnus officiellement, ça sous-entend que tout ce qui est services publics, infrastructures, etc., ça n'existe pas. On n'a pas à en créer puisque ces villages n'existent pas. Donc ce sont des citoyens quand même de seconde zone. Troisième composante, et pas la moindre du peuple palestinien, puisque c'est la plus importante, ce sont les 6 millions de réfugiés qui se situent donc à la fois hors de ce qu'on peut appeler le territoire palestinien et hors d'Israël, qui se situent, on va schématiser, pour la plupart dans les pays du Proche et du Moyen-Orient. Il y en a partout. Mais pour faire simple, on va dire que la grosse majorité se situe dans les pays du pourtour, Jordanie, Liban, il y en a en Égypte, il y en a un peu partout, mais principalement dans tous les pays périphériques. Ces gens-là ont quand même une situation reconnue internationalement, malgré tout, puisque une résolution de l'ONU, la résolution 194, leur accorde le droit au retour. Donc voilà les trois composantes aujourd'hui du peuple palestinien, ce qui préfigure déjà des complexités auxquelles doit faire face ce peuple palestinien, qui est malgré tout éclaté. Vous pourriez indiquer les populations, parce que vous avez dit 6 millions de réfugiés, mais avant vous n'avez pas dit combien de personnes ça concernait. Vous comprenez la question? Non, quand je dis 6 millions, c'est... Réfugiés. Oui. Oui, mais là, en Cisjordanie, à Gaza... dans chacun des pays, voilà. Je n'ai pas les détails exactement, mais le plus gros, il y en a beaucoup, il y en a énormément en Jordanie. Là, pour faire court, la plupart Jordanie, beaucoup au Liban dans les camps de réfugiés, bien sûr, du Nord-Liban, du Sud-Liban, pardon. Donc, non. Vous n'avez pas compris ma question.
à Gaza, combien il y a d'habitants? Ah, À d'accord. Jérusalem-Est, Alors, combien à Gaza, alors, oui, mais eux, on ne les considère pas Ah oui. dans les 6 millions de réfugiés Non, non, dont on non, parlait non, tout à l'heure. non. D'accord, on est d'accord. Alors, à Gaza, à peu près, un peu plus d'1,5 million d'habitants. À peu près. Et 3 millions de Cisjordanie. En Jordanie, en Cisjordanie, 3,6 millions par là, à peu près. À Jérusalem-Est, il doit être, je sais pas, 500 000 à peu près. Dans ces eaux-là. Voilà. Voilà. Donc cette situation particulière, encore aujourd'hui au XXIe siècle, fait que ce peuple éclaté, malgré tout, résiste depuis son éclatement. Et c'est une des raisons de sa résistance, bien sûr. Alors, il résiste sous différentes formes, et il y a différents acteurs de cette résistance. Et comme dans d'autres conflits coloniaux, parce qu'il s'agit bien d'un conflit colonial, et on y reviendra avec ce qui se passe actuellement à Jérusalem-Est, et pas du tout d'un conflit religieux, ces résistances doivent être soutenues. Elles doivent être soutenues dans leur lutte pour l'obtention d'une pleine souveraineté nationale. J'aborderai tout à l'heure les différentes possibilités que pourrait prendre la forme de cette souveraineté, en particulier au niveau géographique, puisqu'à un moment donné, il faut bien définir un volume géographique de cette souveraineté. Donc, contrairement à ce qui est véhiculé, résistance de ce peuple palestinien, légitime, et il n'y a donc pas plus de terroristes en Palestine aujourd'hui qu'il n'y en avait en France en 1939-1945. Ce n'est qu'une réponse à la colonisation. Alors, justement, par rapport à la situation politique, on revient à l'actualité, quelle configuration pourrait prendre un État palestinien? La situation actuelle m'amène à poser déjà une première hypothèse qui peut paraître pessimiste, mais qui, dans la situation actuelle, est celle qui prédomine. C'est un pays occupé à plus de 80%, je l'ai dit tout à l'heure, qui a donc des difficultés majeures à avoir une vie sociale, économique, politique, tel qu'on peut le concevoir dans nos pays. Et à partir de là, donc, première hypothèse qu'on peut qualifier de pessimiste, c'est qu'Israël va continuer son occupation et va arriver au but du projet sioniste qui est de récupérer l'intégralité de la Palestine historique. C'est une première hypothèse, c'est à la fois pessimiste et un peu réaliste, parce qu'aujourd'hui on n'en est malheureusement pas très très loin. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près 10-12% de la Palestine historique qui est, entre guillemets, administrée, gérée par les Palestiniens eux-mêmes, pas plus. Si on prend en compte toutes les colonisations de la Cisjordanie, les quartiers de Jérusalem-Est qui sont aussi colonisés, et Gaza qui est sous blocus total, il y a tout juste 10-12% de la Palestine historique qui est véritablement gérée par l'autorité palestinienne, et quand je dis gérer, bon, c'est avec toutes les limites que ça comporte. On y reviendra. Alors,
je ne sais pas, peut-être qu'il faudra qu'on précise tout à l'heure, si certains ne connaissent pas, la particularité des zones A, B et C. Je crois qu'on aura l'occasion peut-être de préciser ça tout à l'heure. Donc première hypothèse, c'est celle-là, et malheureusement, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui. Deuxième hypothèse, 2 États. Alors, 2 États sur quel territoire géographique? Il y a déjà quelques bases qui ont été posées, puisque les Palestiniens eux-mêmes, via leurs représentants, ça ne veut pas dire que tous les Palestiniens sont sur cette base-là, mais il n'empêche qu'à un moment donné, leurs représentants, c'est-à-dire à l'époque l'OLP, et maintenant l'autorité palestinienne, ont accepté, à une époque, les frontières de 67 pour futur État potentiel. Bon. Donc ça, c'est la deuxième hypothèse. Il est évident que cette hypothèse-là, même si elle bâtit, entre guillemets, un État en tant que tel, amène quand même un certain nombre de questions. Troisième hypothèse, qu'on peut qualifier peut-être de la plus optimiste, mais qui en est une aussi, un seul État. Donc quand on dit un seul État, automatiquement, ça veut dire un État binational. Et quand je faisais tout à l'heure référence aux citoyens de seconde zone des Palestiniens d'Israël, un État binational, démocratique, et nous souvent on rajoute laïque, mais ça c'est pas forcément une déformation française, c'est aussi qu'il y a quand même une certaine particularité par rapport aux différentes confessions qui peuvent exister, à la fois chez les Palestiniens, puisqu'on retrouve des gens de confession musulmane, des gens de confession chrétienne, des gens sans confession, etc. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Voilà, troisième hypothèse. Laquelle va advenir aujourd'hui. Force est de constater que malheureusement, la pression internationale sur Israël n'étant pas ce qu'elle devrait être, on est dans la première configuration. Soyons clairs. Soyons clairs. C'est-à-dire, c'est pas joué à vitam aeternam, mais c'est quand même ce qui se préfigure depuis 70 ans. Petit à petit. De fait. Bon. Alors, justement par rapport à ça, sur ces 3 pistes, c'est bien évidemment, ces 3 pistes sont intimement liées à la géopolitique internationale. C'est pas du tout déconnecté. À la géopolitique internationale et aux positions notamment de l'impérialisme américain dans cette région du monde. Mais pas que, bien sûr. Je vais aborder les autres acteurs. Israël a aujourd'hui, on va dire, un allié historique indéfectible, les États-Unis, qui finance Israël, qui arme Israël, et qui en plus, et c'est pas négligeable, au niveau de l'ONU, a le droit de veto. Même si ce n'est pas le seul pays qui a le droit de veto. Mais pour ce qui concerne cette alliance avec Israël, c'est important. Donc, qui de fait est en mesure de bloquer à tout moment n'importe quelle décision qui n'irait pas dans le sens israélien. Mais Israël n'a pas que les États-Unis comme alliés. Objectivement, aujourd'hui, la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité, des gouvernements israéliens sont arrimés, des gouvernements européens, pardon, sont arrimés à la politique israélienne. De fait. Et en particulier, pour ce qui nous concerne, on ne relève pas le niveau, si je veux dire. On ne relève pas le niveau. Depuis Sarkozy avec Hollande aujourd'hui, même
sous Chirac, on avait quand même, ceci dit, une autre position, même si elle n'était pas très différente des autres pays européens, il y avait malgré tout une certaine position de neutralité, voire de retenue. Bon là, on est totalement arrimé à la politique israélienne avec nos deux gouvernements successifs. Autre allié, Israël, bien évidemment, développe une politique et des relations diplomatiques très importantes et souvent de façon bilatérale avec beaucoup de pays arabes. Il faut aussi voir cette réalité-là, et de façon historique, par exemple avec l'Égypte, avec la Jordanie, bon, voilà, entre autres. Je fais vite, André. En interne, Israël a sa puissance militaire, qui fait que, bien évidemment, même si ce n'est pas le seul élément, face à cette puissance militaire, les Palestiniens n'ont aucune chance de rivaliser. C'est même pas la peine, il y a une telle disproportion des forces que bon, c'est même pas la peine d'aborder le sujet. On les cite, mais c'est tout, on évacue aussi tout. Tout ça pourrait nous faire penser que la situation, c'est la première solution qui va advenir. Mais comme à chaque fois, il y a toujours des forces et des faiblesses. Donc même si Israël a un certain nombre de forces assez importantes qui sont en sa faveur, Israël aussi a quelques faiblesses. Et en particulier, je disais tout à l'heure qu'elle a un allié indéfectible, les États-Unis. Oui, mais vous savez que la politique étrangère des États-Unis, avec notamment Obama, a commencé à évoluer. Le positionnement américain au Proche, au Moyen-Orient, n'est plus celui qu'on a connu il y a 10 ans. Il y a des évolutions. Après être intervenu militairement, il commence à essayer de se sortir d'un certain nombre de pays, même si par derrière il joue bien sûr le jeu, mais il n'empêche que ils essaient de s'en sortir parce que aussi ça coûte cher. Donc, en même temps, on continue à soutenir Israël, mais ça coûte très cher. Et donc, voire même des mouvements pro-sionistes aux États-Unis disent que ça coûte de plus en plus cher et que ça peut poser un problème à terme. Deuxième élément, les États-Unis aussi sont entrés dans une politique où ils tentent d'être, on va dire, au niveau des moyens de production, que ce soit le gaz de schiste, le charbon, etc., beaucoup moins dépendants des pays du Proche et du Moyen-Orient qu'il y a une dizaine d'années. Et en même temps, ils essaient de se repositionner en Amérique latine, où là, ils ont perdu pied. Et ils sentent bien que ça pose un problème pour eux. Et ils essaient aussi de se repositionner en Asie, parce que là aussi, ils avaient perdu pied pendant un moment. Donc, ils ne peuvent pas être partout. Et essayant de se repositionner dans quelques autres endroits du monde, on ne peut plus être aussi présent que ça au Proche et au Moyen-Orient et en soutien d'Israël. Dernier point de faiblesse israélienne, pour faire simple, c'est que les gouvernements successifs appliquent une politique ultralibérale. C'est la même qu'on connaît chez nous, sauf que là-bas, c'est une vraie politique ultralibérale. On n'en parle pas très souvent, mais le peuple israélien est confronté à cela. Et comme partout, ça pose des problèmes à ceux qui subissent cette politique ultralibérale. C'est pour ça qu'il y a eu quelques manifestations il y a 2 ans, en particulier par rapport au logement et au coût du logement en Israël qui est exorbitant et où beaucoup n'arrivent pas à se loger. Bon.
Le peuple, pour le moment, israélien, soutient, on va dire, pour faire simple, à 90%, la politique de colonisation de son gouvernement, ou de ses gouvernements successifs. Mais il n'est pas impossible qu'à terme, cette contradiction entre la poursuite de la colonisation et son coût financier pour Israël, et les difficultés sociales qu'entraîne la politique ultralibérale sur son territoire, n'amènent pas des contradictions qui vont avoir de plus en plus de difficultés à résoudre. Donc c'est une faiblesse et qui peut aussi, à un moment donné, faire évoluer les choses, peut-être plus vite qu'on ne le pense. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Dernier point, autre faiblesse. Très récemment, vous avez dû certainement entendre que le bloc européen arrivé à Israël semble un peu se fissurer. Bon, j'ai dit un peu, avec la reconnaissance de l'État de Palestine par la Suède, semble-t-il. On n'a pas encore toutes les informations. Bon, le gouvernement suédois a voté donc la reconnaissance de l'État de Palestine. Le Premier ministre suédois lui dit qu'il va voir, il fait un peu comme Fabius, il dit qu'il va voir. Fabius lui dit qu'on reconnaîtra le moment venu. Bon. Mais il n'empêche que premier pays de l'Union européenne à avoir fissuré un peu ce bloc-là. En reconnaissant l'État de Palestine, vous avez vu aussi qu'il y a la Chambre des communes en Angleterre qui a voté pour demander au Premier ministre aussi de faire ce pas-là. Ça n'a pas été fait, mais voilà. Et il y a les mêmes réflexions en Espagne et en Irlande. Donc, quelques évolutions. Alors, je termine. À partir de là, pour essayer, nous, d'influer en tant que mouvement de soutien sur cette réalité, là, il faut bien qu'on mène l'action pour soutenir le peuple palestinien. En complément des actions, je dirais, habituelles vis-à-vis de nos politiques, qu'ils soient nationaux, députés, sénateurs, gouvernements, de nos élus européens, puisqu'il y a la position de l'Europe vis-à-vis d'Israël qui n'est pas simple, avec notamment l'accord d'association très particulier entre Europe et Israël, un accord très favorable à Israël. Donc nous avons un rôle particulier en tant que mouvement de soutien à interpeller tous les élus pour qu'enfin ils fassent que Israël respecte le droit international et tant que le droit international ne sera pas respecté par cet État, eh bien, il soit sanctionné. Et donc on arrive à ce que demande le peuple palestinien lui-même, c'est-à-dire l'action de boycott des investissements, sanctions, que le peuple palestinien lui-même nous demande de faire. C'est important de le préciser. L'action de boycott des investissements et de sanctions est demandée par le peuple palestinien. Même si ça coûte, je dirais, cher, entre guillemets, aux Palestiniens eux-mêmes, parce qu'un certain nombre travaillent en Israël, parce que beaucoup de leur économie dépend malgré tout d'Israël, etc. Mais eux-mêmes le demandent. Donc, impérativement, nous avons à relayer cette action de boycott, de désinvestissement et de sanctions qui, seul, bien sûr, ne peut pas résoudre la situation, mais qui, à un moment donné, peut amener Israël à changer de posture. D'où l'intérêt que nous soyons, en tant que mouvement de soutien, le plus nombreux à participer à cette action de BDS. Bon, voilà, après, il y a d'autres moyens d'action, on en parlera. J'étais bouffé comme bien quand même. Dans ce type de réunion, le problème est que peut-être on est à des niveaux d'information, de connaissances et d'implication différents. Alors, je vais vous dire, je vais essayer d'être le plus bref possible, même si je suis bavard, pour que la discussion permette de résoudre les questions. Alors, je vais partir de la contestation de 5 idées reçues. La première idée reçue, qui je crois est importante, Patrick m'y a invité, c'est l'idée que la création d'Israël, c'est le retour des Juifs chez eux. C'est la validation du projet sioniste. Et je crois qu'on a d'abord
un devoir de déconstruction de cette idée qui apparaît comme naturelle. Alors, pour ça, j'ai envie de dire que les juifs non sionistes ont prêché dans le désert quelques années après la Deuxième Guerre mondiale, mais Shlomo Sand nous a beaucoup aidé dans la dernière période, quand il a lancé ce qui est apparu comme un pavé novateur, qui est comment le peuple juif fut inventé. Alors, plusieurs choses à dire là-dessus. Bon, l'idée qu'avance Shlomo, c'est finalement une sorte de synthèse, il n'a rien inventé, mais de synthèse des travaux ce qu'on a appelé les nouveaux historiens israéliens, qui eux-mêmes n'ont fait que valider par le travail d'archives qu'ils ont pu réaliser pour la première fois, ce que les historiens palestiniens expliquaient déjà depuis le début, c'est-à-dire que, premièrement, et ce que les archéologues et les historiens avaient fait, premièrement, la diaspora telle qu'elle nous a été présentée, comme la dispersion de la totalité du peuple juif en 70, après Jésus-Christ, destruction du Second Temple, etc. Je n'ai pas une culture religieuse très forte, je ne suis pas un juif religieux, j'aurai l'occasion de le redire. Mais on sait cette thèse-là. Les juifs s'en vont. Selon toute probabilité, c'est aux alentours de 15 à 20% de la population de la Palestine historique qui a probablement été dispersée, partie, plutôt la population des villes. J'ai envie de dire que comme d'habitude, les paysans sont restés sur place, ont continué à faire leur travail, et quelque part, j'ai été déjà amené à dire que les Palestiniens, c'est les Juifs qui sont restés sur place. En général, quand je dis ça, ça ne fait plaisir ni aux uns ni aux autres, mais il est entendu que, bien sûr, ces Palestiniens, pour une part non nulle, ces gens qui habitaient là, ont éventuellement reconnu dans un Jésus-Christ le prophète et sont devenus chrétiens. Leurs descendants, pour une bonne part, ont été convaincus, certains disent de gré ou de force, que le prophète apportait la vérité et sont devenus musulmans, mais peu importe. Il y a eu dispersion. Cette dispersion n'était pas la première. Il y avait déjà, au moment de cette dispersion, des colonies juives, sur tout le pourtour méditerranéen. Et ils n'ont fait que, parfois, les alimenter, ou bien sûr créer des choses. Alors, je ne vais pas reprendre tout le bouquin de Shlomo Sand, l'histoire du royaume khazar, de la conversion, mais ça remet en cause une idée reçue, qui est que la religion juive correspond à un peuple qui serait resté endogame et non prosélyte. Bon, cette histoire est complètement, bien évidemment, fantasmée, puisque, bon, il n'y a qu'à voir, entre les juifs ashkénazes et les juifs arabes, on voit bien qu'ils sont beaucoup plus proches de la population environnante que d'eux-mêmes, enfin entre eux, bien sûr. Bon. Et il n'y a pas d'isolat génétique du juif, même si, enfin, si ça intéresse certains, des laboratoires peuvent vous indiquer si vous avez le gène juif. Je crois que vous pouvez... je ne sais pas. Quand j'avais regardé ça il y a 4 ans, c'était à 140 €. Mais peut-être que je crois que ça a augmenté. Mais non. Cela dit, si le laboratoire qui fait ça n'est pas sectaire, et vous pouvez également dans le même laboratoire savoir si vous avez le gène basque et le gène celte. Bon, bien. Donc, donc il y a des gens qui payent pour ça. Ça ne marche pas à 100%. Mais ça ne marche pas à 100%. C'est le cas de ma femme. Voilà. Très éventuellement. Bon. Je ferme la parenthèse, mais on a cela, c'est-à-dire qu'on a cette dispersion avec prosélytisme, avec bien sûr mélange, etc. Et il n'y a pas peuple juif à proprement parler.
au sens où il y a des communautés juives, et ces communautés juives sont des communautés à base religieuse au départ, et qui, bien sûr, pour toute une part d'entre elles, vont, y compris se laïciser dans le contexte européen que l'on connaît, mais plus ou moins. Bon, ça c'est une chose. Cela dit, ces communautés ne vivent pas en Europe dans la joie et la bonne humeur. Bon, l'anti-judaïsme chrétien, je ne vais pas vous... Donc il y a un anti-judaïsme chrétien, et surtout à partir du 19e, il va y avoir la naissance du racisme biologique qui concernera tout le monde. Racisme biologique par rapport au peuple colonisé, par rapport à l'Afrique, par rapport etc. Et racisme biologique, y compris par rapport aux Juifs, donc un antisémitisme que l'on connaît. Et là, bien évidemment, j'essaie d'aller le plus vite possible. Bon, il est entendu que cette recréation par Théodore Herzl et par le mouvement sioniste d'un peuple juif est une construction. Il est entendu que, quelque part, tous les peuples sont des constructions. Je ne veux pas... dans le temps qui m'est imparti, je ne vais pas vous faire le cours sur nos ancêtres les Gaulois. Bon, mais il y a construction. Bon, mais en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, il y a construction de ce peuple juif. Cette construction, à partir du moment où elle est faite, elle prend une part de réalité. Sauf que, jusqu'en 1930, le sionisme est totalement minoritaire parmi les juifs d'Europe et pratiquement inconnu des juifs d'Afrique du Nord et d'Asie. Bon, donc il y a cette première idée. Il est vrai qu'aujourd'hui, et sur, bon, le sionisme est majoritaire dans les populations juives. Pour aller très vite, je pense qu'il y a au moins 3 raisons. Bon. La première raison, c'est bien sûr la Shoah, je ne vais pas, et le génocide des Juifs d'Europe, je ne détaille pas, qui n'est pas un truc qui est arrivé comme ça. Je veux dire, c'est pas, faudrait, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais bon, mais la première raison de ce tournant, c'est bien sûr la Shoah. Mais il y en a au moins 2 autres, à mon avis. La deuxième, c'est la perception par les populations juives que, effectivement, les démocraties occidentales s'en sont foutues pas mal de cette histoire de génocide et n'étaient pas plus accueillantes en 1945 qu'elles ne l'étaient en 1930. Bon, je ne veux pas vous raconter ma vie non plus là-dessus, mais il y a effectivement le fait même qu'il n'y ait pas eu un seul bombardement sur la ligne de chemin de fer dont les Occidentaux savaient que les trains allaient vers des chambres à gaz. Bon, cette prise de conscience que les démocraties occidentales les dirigeants de ces démocraties occidentales n'ont rien fait, c'est au moins la deuxième raison. La troisième raison, je crois, c'est que beaucoup de juifs d'Europe, et en particulier d'Europe centrale, pensaient que pour dépasser l'antisémitisme et pour lutter, et pour s'émanciper de l'antisémitisme, la solution n'était pas d'aller ailleurs, la solution était de faire la révolution ici. C'est-à-dire que les courants dominants étaient plutôt les courants socialistes, communistes, bundistes, qui voyaient dans la révolution sociale la solution. Bon. La perception que le régime soviétique n'aboutissait pas à la fin de l'antisémitisme dans les régions où il dominait, que ce soit en Russie soviétique ou que ce soit au lendemain de la guerre en Pologne, a été aussi un élément qui a fait basculer une partie des communautés juives, des juifs, dans l'idée que, décidément, Herzl avait peut-être raison et qu'il fallait qu'il y ait un État que cette conception nationaliste d'un État de l'État-nation, eh bien, devait se réaliser.
est bien évidemment marqué par une idéologie européenne. Le fait d'aller s'installer dans un État, dans un endroit, sans se soucier de ceux qui y habitaient, n'était pas quelque chose de dramatique dans la tête des gens. Assez rapidement, bon, d'une part, vous connaissez la fameuse formule une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'est pas qu'on ne savait pas qu'il y avait des habitants, mais est-ce que les gens qui étaient là étaient un peuple? C'était quand même des orientaux. Et de ce point de vue-là, d'emblée, le mouvement sioniste s'est structuré comme représentant de l'Occident civilisé venant s'installer dans l'Orient. Bon. Donc, première idée, les Juifs reviennent chez eux. Non. Bon. Deuxième idée reçue, Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient. Ma réponse est simple, je vais aller plus vite là, parce que, y compris les derniers événements, me font gagner du temps, si j'ose m'exprimer ainsi. Israël était, jusqu'à une époque très récente, une véritable démocratie pour les Juifs qui y habitaient, avec une réelle possibilité d'expression, de représentation, d'intervention. Mais l'État d'Israël est une démocratie pour les Juifs et un État juif pour tous ceux qui ne le sont pas. Bon, à partir de ce moment-là, démocratie, vous voyez ce que je veux dire, la démocratie se caractérise non seulement par la règle de la majorité, mais aussi par le respect des minorités. Bon, il y a, Patrick l'a dit, un État d'apartheid, au sens où, y compris dans les frontières d'Israël, il y a discrimination. Discrimination non pas par le vote, il y a encore aujourd'hui pour cette minorité le droit de vote, mais qu'ils utilisent ou qu'ils n'utilisent pas, c'est un autre débat. C'est très curieux, mais en Israël, il semblerait que les classes populaires aient tendance à ne pas aller voter. Je ne suis pas sûr que ce soit le seul pays. Bien. Mais, bon. Bien. Donc là, on a cette situation. Troisième idée, assez fréquente, y compris dans les milieux de gauche laïque français, peut-être même au peuple, je ne sais pas, on verra. Comment? C'est... Si les intégristes des deux bords n'étaient pas là, on verrait peut-être une solution. C'est-à-dire qu'on a, y compris dans la gauche française, quand on est un peu critique, bien même quand on est très critique de la politique israélienne, on a quand même la vision du conflit religieux. Alors, je crois qu'on a déjà expliqué que c'était un conflit colonial et pas un conflit religieux, conflit colonial d'un certain type, au sens où la population juive n'est pas la représentante d'une métropole, à proprement parler, sauf à considérer justement l'Europe et les États-Unis comme la métropole. Mais ça, c'est pas statique. Je crois que mon camarade Michel Warshawski, antisioniste israélien, qui a participé à la création du Centre d'information alternative. Certains ont peut-être déjà assisté à une de ses conférences en France. C'est le fils du grand rabbin de Strasbourg, qui est parti à 16 ans faire ses études talmudiques à Jérusalem, mais qui a découvert, on peut dire, l'athéisme et le marxisme, et qui a créé le Centre d'information alternative, qui est une organisation israélo-palestinienne qui a ses bureaux à la fois à Jérusalem-Ouest et à Bethléem, en Palestine. Et quand on dit à Michel, vous ne pensez pas que, comme Elie Barnavi ou Ehud Barak, que si les intégristes des deux bords n'étaient pas si importants, on pourrait trouver une solution entre gens de bonne compagnie. Michel répond, les gens comme Barnavi ou comme Ehud Barak, pour moi, ce sont les pires. Ce sont ceux qui disent « Dieu n'existe pas, mais il nous a donné cette terre ». C'est-à-dire qu'ils sont représentants de ce sionisme laïque qui
tout en n'étant effectivement pas religieux, prennent la Bible comme un livre d'histoire et de géographie. Ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem-Est, c'est parce que des archéologues pensent que peut-être le roi David, qui était le roi d'un petit village, si maintenant on le sait, a peut-être posé le pied là, dans le quartier de Silawam, eh bien, on peut, et on a réussi à le faire, détruire 30 maisons palestiniennes pour créer le jardin de David. Bon, on prend effectivement la Bible pour un livre d'histoire et de géographie, et on en tire les conséquences, y compris politiques. Le Hamas, effectivement, aujourd'hui, cela dit, le Hamas, qui est pour une bonne part une création israélienne, en tout cas qui a favorisé cette création, parce que pour Israël, le Hamas est quelque part son meilleur ennemi, le Hamas, bien sûr, aujourd'hui, en alliance avec les gouvernements israéliens, pousse à faire du conflit un conflit religieux. Et il prend une dimension religieuse, bien sûr. Il ne faut pas se le cacher. La religion devient force matérielle, quelque part. Il ne s'agit pas d'être naïf là-dessus. Mais ce conflit fondamentalement colonial n'est pas à l'origine un conflit religieux. Alors, la quatrième idée reçue, qui est moins présente dans les milieux politiques de gauche, mais que l'on trouve malheureusement, y compris de façon populaire, c'est, de toute façon, il faut bien voir que les Juifs dirigent le monde. Cette idée du complot juif mondial est effectivement une idée assez répandue. Qui réapparaît. Qui réapparaît. Et qui se développe. Et, bon, je n'ai pas le temps, mais le complot, vous connaissez le protocole des sages de Sion qui développait cette idée du complot mondial des Juifs, et dont on sait maintenant de façon assez documentée comment un ancien agent du tsar a participé à la rédaction de ce faux, enfin de ce truc. On sait bien ça. Et en même temps, Warshawski me disait, même les copains palestiniens les plus avertis disent, bon, on est d'accord, c'est un faux, bon, c'est peut-être un faux, mais en gros, c'est quand même ça qui se passe. C'est-à-dire qu'ils perçoivent effectivement cette toute-puissance du sionisme sur les décisions de la communauté internationale comme ayant pour cause la domination juive, et à la fois complotiste et réelle, dans les médias, dans la banque, dans la politique. Je crois qu'il faut redire que le lobby sioniste majoritaire aux États-Unis n'est pas l'association juive, ce sont les chrétiens évangélistes. Il faut savoir qu'il y a tout un courant de la droite évangéliste sur laquelle j'ai assez peu de compétences pour vous en parler, parce que, bon, mais qui en gros considère que le Messie reviendra quand tous les Juifs seront revenus en Israël, en Palestine. Bon. Et donc cette idée messianique qui est que pour arriver à l'Apocalypse, il faut que tous les Juifs reviennent là, montre qu'il y a une alliance fondamentale entre sionisme et antisémitisme, bien sûr, puisque ils ont tous les deux l'idée qu'il faut que les Juifs aillent là-bas. Bon. Ce n'est pas un détail. Entre nous, dans l'attitude du FN aujourd'hui, et dans le petit tournant qu'il opère entre Jean-Marie et Marine, il y a cela aussi. C'est-à-dire cette idée que les Juifs sont des Occidentaux et que c'est très bien s'ils vont, ils retournent là d'où ils viennent. On retrouve cette... Et donc ma cinquième idée reçue que je voudrais combattre, et je terminerai sur celle-là, c'est
de toute façon, on n'y peut rien. Et ça aussi, c'est une idée fort répandue. C'est bien gentil de vouloir nous parler de la Palestine, mais en fait, vu les rapports de force, on n'y peut rien. Il faut oser le premier rang. Oui. Il faut oser le premier rang. Voilà. Et je crois qu'on y peut quelque chose. Je ne suis pas le seul ici, malheureusement, on est nombreux, à avoir pu connaître la bataille contre l'apartheid en Afrique du Sud. Aujourd'hui, vous avez du mal, y compris dans nos générations, à trouver des gens qui ne participaient pas à la bataille contre l'apartheid. Tout le monde était contre l'apartheid. Le souvenir que j'en ai n'est pas tout à fait le même. Ça qui est plus isolé. Bon. Bon. C'est-à-dire que ceux qui y ont participé peuvent le dire aux jeunes générations. C'est comme la résistance. C'est comme la résistance, quelque part. Mais Bon. c'était comme la résistance. On est du côté des vainqueurs. Pendant des années et des années, on nous expliquait que non. Bon. On n'y peut rien. Et que de toute façon, ça ne nous regarde peut-être pas. Y compris une des gloires posthumes de la gauche nouvelle aujourd'hui en France, je pense à M. Jacques Ellul, bon, et qui est dans la grande tradition protestante, marié à une protestante d'Afrique du Sud, expliquait dans Sud-Ouest Dimanche, si vous voulez le communisme en Afrique du Sud, il faut le dire. C'était ça. Les chroniques là-dessus, sionistes par ailleurs, mais plein de qualités intellectuelles que je ne nie pas au passage. On a bataillé là-dessus. Et très franchement, la veille de la chute de l'apartheid, on ne savait pas que l'apartheid allait tomber le lendemain. Il a fallu des années et des années pour que la campagne de boycott anti-Outspan arrive à imposer à ce que les États, dans un contexte géopolitique nouveau, hein, le mur était tombé, etc., mais que dans ce contexte nouveau, les États finissent par accepter. Il a fallu, on est dans le Sud-Ouest, vous n'êtes pas tous du Sud-Ouest, avant que M. Albert Ferras accepte l'idée que ces petits ne devaient pas jouer au ballon avec l'équipe d'Afrique du Sud en rugby, il a fallu des années. Et ce n'est qu'après que Total, mais je ne veux pas parler de Total ici, parce qu'après on va me dire que j'insulte les morts, donc je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est vrai que ce qui a fondamentalement fait tomber l'apartheid, c'est la lutte des Noirs en Afrique du Sud contre l'apartheid. Mais c'est aussi la réponse des sociétés civiles à l'appel de la société sud-africaine et au fait que dans le rapport du fort au faible, qui était le rapport de l'apartheid quand même, il y a un moment où l'élément international a pu jouer. Je crois que fondamentalement on est dans la même situation. S'il n'y avait pas depuis 65 ans la résistance du peuple palestinien, il n'y aurait plus de peuple palestinien aujourd'hui. Et on parlerait des Palestiniens comme on parle des Indiens d'Amérique. Bon. Mais il y a cette résistance et c'est la force principale bien sûr de cette lutte pour l'égalité. Mais comme pour l'apartheid sud-africain, je crois que les sociétés civiles européennes peuvent répondre à la société civile palestinienne et contribuer à cette exigence d'égalité des droits humains pour tous les humains, et notamment en Palestine. Et pour reprendre un peu ce que disait Patrick, avec qui bien sûr vous avez remarqué que ce n'était pas un débat contradictoire, il est peut-être que le débat contradictoire viendra maintenant. Il est entendu que dans cette campagne BDS,
nous répondons à un appel de la société civile palestinienne. Cette réponse-là, on l'a fait de façon diversifiée. Tout le monde n'est pas forcément... si vous le souhaitez, on parlera de l'état du mouvement de solidarité et des débats qu'il peut avoir. Mais il y a fondamentalement cette idée de répondre à la société civile palestinienne par cette campagne, qui prend aussi d'autres formes. C'est-à-dire, quand on dit campagne BDS, je devance un militant du MPEP ici présent pour dire que il y a aussi d'autres aspects de la lutte. C'est-à-dire que boycotter Israël, c'est aussi chercher à promouvoir, dans les limites qui sont les nôtres, la diffusion des produits palestiniens qui peuvent exister. Boycotter Israël, c'est, d'un autre côté, engager avec les Palestiniens eux-mêmes des liens personnels, collectifs, de jumelage, de solidarité et autres. Boycotter, demander des sanctions contre Israël, c'est aussi promouvoir la culture palestinienne, les auteurs palestiniens, y compris quand ils ne peuvent pas venir, puisque... Et puis lutter contre l'idéologie dominante. Je terminais de façon, comment on dit, plaidoyer pro domo. Je pense que les aspects que j'ai développés sur l'idéologie dominante, c'est-à-dire ce renvoi dos à dos des Israéliens et des Palestiniens, cette idée que c'est logique que les Juifs veuillent habiter là, ils reviennent là, etc. Tout ça, c'est l'idéologie dominante. C'est l'idéologie dominante des manuels scolaires et des programmes scolaires. C'est l'idéologie dominante de la presse. Et sur chacun de ces terrains, on a un travail de contre-intervention important. J'ai peut-être été plus long que toi. Merci beaucoup.